En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie, numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le sociologue québécois et chroniqueur au Figaro, Mathieu Bock-Côté, et la philosophe franco-américaine, Julie Girard. Pendant 1 heure, nous parlerons de la guerre commerciale lancée par Trump contre l'Europe et surtout la Chine. Une politique qui déconcerte la plupart des observateurs. Certains y voient la preuve de la nullité du président américain en économie ou même de sa folie. Trump est-il fou ou poursuit-il une stratégie mûrement réfléchie? L'annonce d'une suspension des droits de douane pour l'Europe n'est-elle qu'une pause fragile? Vivons-nous la fin de la mondialisation dans cette nouvelle ère? L'Europe et les États-Unis peuvent-ils s'allier contre la Chine? Tout de suite, les réponses de Mathieu Bock-Côté et Julie Girard en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Julie Girard, Mathieu Bock-Côté, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. On va débattre pendant 1 heure de la politique de Donald Trump, en particulier de sa politique économique qui surprend beaucoup d'observateurs. Une politique avec des droits de douane massifs, notamment à l'encontre de l'Europe, même si Donald Trump a semblé faire marche arrière il y a quelques jours, puisqu'il suspend les droits de douane pour l'Europe pendant 90 jours. Alors pour l'ancien commissaire européen Thierry Breton, il a calé devant le fait que les États-Unis est le pays le plus endetté au monde. Il aura calé aussi devant les marchés financiers. Emmanuel Macron évoque lui une pause fragile et appelle l'Union européenne à réfléchir quand même à des leviers pour faire face. Alors qui est-ce qui a raison? Peut-être Julie Girard pour commencer. Est-ce que c'est Thierry Breton ou est-ce que c'est Emmanuel Macron? Est-ce que vraiment Donald Trump a reculé ou est-ce que c'est pour mieux revenir à la charge dans 90 jours? Je ne pense pas du tout que Donald Trump a calé, mais au contraire que son art de la négociation est à l'œuvre et qu'il mène ces négociations avec l'ensemble des pays aujourd'hui, comme il l'a fait déjà avec le Mexique et avec le Canada. Et que, au contraire, c'est tout à fait stratégique. Donald Trump est, à mes yeux, dans une politique de long terme qui a pour objectif de bénéficier à la classe moyenne américaine qui a profondément pâti de l'inflation ces dernières années. Et donc, par conséquent, je pense tout à fait qu'il est possible que, d'abord, qu'il veuille se concentrer sur la Chine, parce que c'est quand même un affrontement qui est assez important, et ensuite qu'on pourra reprendre les négociations dans les 90 jours. Si vous voulez, cette façon de faire, il l'avait déjà évoqué en 1987 dans l'art de la négociation, qui était son livre sur sa manière de mener justement ces deals, et qu'au fond, il n'y a rien à changer, la méthode est là, et la méthode fonctionne. Vous avez 75 pays qui ont décidé de négocier avec les États-Unis, donc je crois que c'est au contraire totalement stratégique. Mathieu Bock-Côté, je vous demanderais si le président des États-Unis est dingue. Vous avez fait une chronique pour vous interroger. Est-ce que Donald Trump est fou? Mais d'abord sur Thierry Breton et sur Emmanuel Macron, le fait que l'ancien commissaire européen bombe le torse et explique que finalement Donald Trump a calé devant la réalité. Est-ce que ça vous paraît être une interprétation des choses justes? Et qu'est-ce que ça dit aussi sur l'Union européenne? Je ne suis pas certain qu'il est calé, loin de là. C'est-à-dire, Trump, ensuite, une fois, on peut être d'accord ou non, la question n'est pas là, mais il y a une cohérence dans son raisonnement. Ce qu'il fait là, et madame avait tout à fait raison de le dire, on a eu une grande répétition en Amérique du Nord, il y a quelques semaines à peine, où Donald Trump annonce des tarifs, disons de manière schématique, le lundi, il annonce des tarifs, le mardi, il les suspend, le mercredi, il les remet, le jeudi, il veut annexer le Canada, et le vendredi, il dit, parlons de tout ça, à mon avantage simplement. Bon, on finit par comprendre le personnage. Donc la méthode utilisée en Amérique du Nord pour sur le mode de la sidération, il la reproduit à l'échelle mondiale et notamment européenne. Premier élément. Deuxième élément qui est assez important, c'est quand je dis qu'il y a une cohérence chez lui, c'est que son opposition au libre-échange mondialisé ne date pas d'hier. Il fait partie de ceux qui considèrent que
les États-Unis, depuis le début des années 90 et même avant, ont payé le prix du libre-échange qui a avantagé essentiellement la Chine. Les Américains, et plus particulièrement la classe moyenne américaine, auraient souffert du libre-écéchange, et ce qui aurait entraîné non seulement des problèmes économiques, mais un effondrement sociologique, culturel, qui est un peu incarné par les fameux le Heartland américain, personnifié aujourd'hui par J.D. Vance, par exemple, l'Amérique périphérique, pour faire un clin d'œil avec lui, et qui, dont la crise du fentanyl, notamment la crise des opioïdes, serait l'expression radicalisée aujourd'hui. Donc, l'effondrement économique a entraîné l'effondrement social, sociologique, et presque existentiel, avec la nécessité dès lors de reconstruire, c'est toujours sa logique, une économie industrielle forte en ayant des tarifs forts. Bon, on comprend sa logique. Ensuite, on va y revenir sur sa logique, mais sur nous, qu'est-ce que ça révèle sur voilà, nous? c'est que je fais le lien avec tout ça. Donc, ensuite, opérer une telle politique, on peut préférer un système à un autre, mais la transition est nécessairement turbulente. Elle est nécessairement très turbulente. Donc, on ne change pas de système économique mondialisé simplement par un coup de baguette magique. Du point de vue européen, on peut voir une partie de l'élite européiste bomber le torse en disant « Ah ah, on a fait trembler le terrible Donald, il a reculé ». C'est une forme de satisfaction à peu de frais que les élites européistes et européennes se donnent. Dans les faits, l'Europe est probablement la dernière région du monde à adhérer à une forme de libre-échange mondialisé, complètement désincarné, alors qu'on est dans un monde où des zones de libre-échange continentales vont émerger, donc pas strictement nationales. Et je pense que l'intervention intéressante ces derniers jours, c'est celle de Musk par rapport à Trump, qui dit évidemment qu'il y aura des zones de protectionnisme aujourd'hui, mais il faudrait un protectionnisme ou un libre-échange à l'échelle de l'Amérique du Nord et de l'Europe pour créer une zone civilisationnelle qui serait économiquement cohérente, tout en sachant, et on le voit parce que c'est annoncé dès le début, que la Chine est le véritable adversaire et pas simplement adversaire économique pour la droite américaine, et pas seulement la droite américaine, c'est l'adversaire du présent siècle. On verra effectivement, c'est peut-être d'ailleurs la stratégie finale de Donald Trump de créer une zone de libre-échange avec l'Europe. Mais tout d'abord, peut-être vous êtes aussi des observateurs qui avaient l'avantage de venir d'Amérique du Nord, de connaître bien l'Amérique du Nord et de savoir comment tout ça a été reçu de l'autre côté de l'Atlantique, et particulièrement Mathieu Bock-Côté au Canada, puisque vous êtes québécois et que Donald Trump a d'abord lancé l'offensive de ses tarifs douaniers sur le Canada, mais en plus il voudrait annexer le Canada. Alors comment c'est reçu là-bas? Alors ça engendre une véritable névrose au Canada, ça vaut la peine de le dire, parce que le Canada, et là je distingue le Canada anglais du Québec, le Canada anglais est effectivement un pays avec une identité assez qui manque de substance, assez vide en fait. Justin Trudeau, alors qu'il était encore premier ministre, a fait une petite tournée médiatique aux États-Unis pour expliquer qu'être Canadien, c'est d'abord ne pas être américain. Ce qui est historiquement vrai. Les Canadiens anglais sont d'abord des gens qui ont refusé la Révolution américaine et qui sont repartis au nord pour ne pas vivre sous la loi de la République américaine. Donc il y a eu une névrose. Au Québec aussi, il y a eu la peur de l'annexion, parce qu'évidemment, qui a envie de se faire avaler par un empire dans lequel on serait digéré immédiatement? Alors les faits... Vous y croyez? Pas du tout. Je ne crois pas un instant à la menace d'annexion, mais je constate, et ça c'est l'élément important, que beaucoup de gens y ont cru, et ça a entraîné des effets sur la campagne électorale qu'il y a au Canada en ce moment. Il y a un mois et demi, les élections ont été annoncées. Le Parti conservateur de Pierre Poilievre était 25 points d'avance dans les sondages. Le Parti libéral était annoncé et on annonçait sa destruction politique. Au Québec, les nationalistes québécois étaient clairement premiers. Là, qu'est-ce qu'on voit? Le Parti libéral au Canada, c'est le parti du drapeau. C'est le parti du « nous, on est des Canadiens, on n'est pas seulement des Américains du Nord comme les autres ». Et le Parti conservateur de Pierre Poilievre, qui a été accusé de trumpisme local, c'est à peu près, pas effondré, mais vraiment reculé dans les sondages. Le Parti libéral de Mark Carney aujourd'hui, qui est une forme d'hyper-Trudeau technocrate mondialisé, une forme de banquier de Davos technocrate incarné, eh bien là, lui, a été propulsé au premier rang dans les sondages, porté par la technostructure canadienne, et les élections qui auront lieu le 28 avril, si la tendance se maintient, le Parti libéral, en entretenant la peur de l'annexion, parce que le Parti libéral du Canada a dit « Oui, l'annexion, c'est possible, c'est très, très possible, votez pour nous et on évitera l'annexion. Les autres, vous allez vous coucher devant l'annexion, avec nous, vous allez éviter l'annexion. » Les Canadiens, sur le mode du mouton électoral,
un troupeau de moutons électoraux se sont rués vers le parti de Mark Carney, le Parti libéral, qui risque d'avoir un mandat de 4 ans en jouant sur la peur de l'élection, en disant nous sommes les seuls à pouvoir l'empêcher. Vous voyez, donc les effets ont été réels en Amérique du Nord. Oui, c'était peut-être pas d'ailleurs la volonté de Donald Trump de faire élire des libéraux mondialistes, technocrates. Oui, donc l'art du deal parfois mérite d'être ajusté même pour Donald Trump. Julie Girard, le jour de la déclaration d'indépendance économique, parce que c'est comme ça que Donald Trump a appelé sa politique, c'était le 2 avril aux États-Unis. Ça a suscité à Paris et partout en Europe une forme de sidération, d'hébétitude. Comment ont réagi les Américains? Est-ce que l'état d'esprit est le même à Washington et pas seulement à Washington, dans toute l'Amérique? Alors, je regardais justement un sondage de The Economist de ces derniers jours post-annonce des tarifs. Vous avez quand même 76% des partisans de Trump qui approuvent les droits de douane. Donc, c'est beaucoup. À l'échelle de la population, 51% désapprouvent. Mais globalement, moi, ce que je vois, c'est que j'ai la sensation que la population américaine prend conscience, comme le disait très bien Mathieu Bock-Côté, qu'il n'y aura pas de changement sans une certaine forme de chaos momentané. Je crois effectivement qu'ils ont conscience qu'à court terme, cette politique va être récessionniste et inflationniste, mais qu'il n'y aura pas, si vous voulez, de changement et d'effets positifs à long terme si on n'en passe pas par là. Je pense que ça commence à rentrer dans les mœurs. La question qui va se poser aussi au niveau de l'inflation, c'est que cela pourrait créer aussi ce qu'on appelle strange inflation, c'est-à-dire l'inflation autoréalisatrice. En voyant que l'inflation arrive, certains prix vont augmenter. Oui, voilà. Un effet d'aubaine. Il y a certainement une réaction différente chez les démocrates et chez les républicains, mais globalement, il y a une prise de conscience depuis quelques années que la politique de déficit que l'on a menée, notamment sous le gouvernement libéral progressiste de Joe Biden, n'est pas tenable à terme. On a 36 000 milliards de dettes aux États-Unis. On a beau être la monnaie de réserve, ce n'est pas tenable. Et on voit encore que, d'ailleurs, le gouvernement de Joe Biden a fait entre le 1er octobre et la fin du mois de janvier, qui était le début de l'année fiscale 2025, 840 milliards de dettes. Donc, vous voyez, les gens prennent conscience que c'est une hérésie, le paradigme de la dette n'est plus possible aujourd'hui, parce que la classe qui souffle le plus, c'est la classe moyenne. Pourquoi ? Parce que la classe la plus aisée, elle bénéficie des rendements du capital qui ont été supérieurs à l'inflation. Mais la classe moyenne, même si elle a bénéficié de la croissance, elle en a bénéficié beaucoup moins que les autres. Donc, je pense qu'ils sont assez conscients de ce qui se passe. Après, le style Trump peut heurter certaines sensibilités. Merci Julie Girard, merci Mathieu Bock-Côté. On continue de parler de Donald Trump, de l'art du deal, de la guerre commerciale, de la réaction de l'Europe, du face-à-face Chine et États-Unis. C'est après la pause, c'est sur Sud Radio et c'est en toute vérité. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Julie Girard, philosophe franco-américaine, et avec Mathieu Bock-Côté, sociologue québécois, chroniqueur au Figaro, chroniqueur à CNews. Plus besoin de le présenter, Mathieu Bock-Côté. On discute donc de cette guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, guerre commerciale qui a suscité la sidération en Europe. La plupart des observateurs estiment que c'est une nouvelle preuve de l'impulsivité de Donald Trump, voire de sa dinguerie. Vous nous expliquiez avant la pause, tous les deux, finalement, qu'il avait une stratégie, Donald Trump. Julie Girard, vous allez même, et c'est assez provocateur, jusqu'à dire dans une tribune qui est parue dans le Figaro, qu'il est le président du peuple contre l'élite financière. C'est un peu étonnant pour un milliardaire. Oui, mais quand vous regardez, d'ailleurs il le dit lui-même, il est pour Main Street et pas pour Wall Street. Quand vous regardez sa politique, il a pour objectif clairement de bénéficier à la classe moyenne, dans le sens où, premièrement, la mise en place de droits de douane va permettre une réindustrialisation potentielle de certaines zones d'activité aux États-Unis, même si elle, on va voir quelle est l'ampleur, même si elle était faible, elle pourrait créer un effet d'entraînement, je dirais, pour l'économie américaine. Et
aussi parce qu'il est prêt à prendre des mesures qui nuisent au marché. Quand vous voyez que les marchés ont dévissé les 3 premiers jours, le Nasdaq de 11,4%, le S&P de 10,7%, ça n'a pas beaucoup fait plaisir aux milliardaires américains. Mais je crois que ça ne l'arrête pas. Et justement, c'est là où on voit ça l'a arrêté temporairement, même si vous pensez que c'est temporaire. Moi, je pense que c'est temporaire et que c'est difficile de mener des négociations à la fois avec la Chine et à la fois avec 75 pays en même temps. Et que, effectivement, comme le disait très bien Mathieu Bocoté un peu plus tôt, la guerre qui se joue, qui commence officiellement, j'ai l'impression, le 2 avril, c'est vraiment la guerre entre la Chine et les États-Unis. À la fois la course à l'IA et puis va se poser la question de quelle puissance va dominer, notamment autour de Taïwan, parce que ça, c'est quand même le gros morceau et qui pourrait s'inviter, d'ailleurs, on ne sait pas encore, dans la discussion. On va évoquer les questions géostratégiques, parce qu'il y a la question de la réindustrialisation des classes moyennes, mais il y a sans doute des enjeux géopolitiques aussi. Mais d'abord, effectivement, sur les classes moyennes, les classes populaires, est-ce que vous partagez l'avis de Julie Girard? Est-ce que Donald Trump est vraiment le défenseur de ces catégories-là? Et est-ce que c'est pas extrêmement paradoxal, hein, Alors, pour le chef du Parti républicain tout de même? Alors, ça fait un moment que la droite, on pourrait dire, une partie de la droite américaine est dans une logique qu'on pourrait dire, et là, je sais que le mot sonne mal en Europe, une logique césarienne. On pourrait dire à la française bonapartiste. C'est-à-dire, il faut, devant les élites qui sont accusées globalement d'avoir constitué une classe supranationale détachée de la réalité du peuple américain, qui est incarnée normalement de l'élite des deux côtes. La côte ouest avec la tech, la côte est, les élites traditionnelles américaines, mais détachées en fait du heartland, du cœur du pays. Eh bien, Trump se présente, je ne dis pas que c'est vrai, se présente comme le président qui fait alliance. Donc, autrement dit, c'est un modèle machiavélien. Vous savez, il y a l'un, les quelques-uns et la masse. Eh bien, c'est l'alliance de l'un, le chef, et la masse, le peuple, contre les quelques-uns. Le tribun populiste contre les élites. Si vous voulez, exactement. Donc, c'est une logique tribunicienne, mais mais dans la logique tribunicienne, il faut que l'un provient rarement des classes populaires, il provient rarement de la plèbe, en quelque sorte. L'un, c'est une figure qui appartient à l'aristocratie et qui a rompu avec l'aristocratie, qui a rompu avec les... Donc, c'est un membre des élites qui a trahi sa classe pour faire alliance avec la masse populaire. Je ne dis pas que ça correspond à la réalité, ça, on le verra dans 4 ans, mais pour l'instant, c'est la rhétorique qui est la sienne. Et d'ailleurs, il y a une espèce d'ambiguïté ou de paradoxe du discours médiatique où on dit, et Julie Girard le disait très justement, d'un côté on dit c'est le président des milliardaires, et là ensuite on voit les milliards fondre, et là les commentateurs disent oui mais tout ça c'est parce qu'ils sont rusés, parce qu'en fait c'est une forme de délit d'initié à l'échelle de l'histoire, et ils sont en train de jouer avec les marchés pour s'enrichir à coup de spéculation. Là à un moment donné je pense qu'il y a des limites à prêter une psychologie intégralement machiavélienne à quelques-uns, à moins que Trump soit justement Néron et que Musk soit son Rasputin. Il faut accepter une autre logique, c'est que lui se voit comme le président tribunicien, lui se voit comme le président bonapartiste, lui se croit en rupture avec sa caste, sans l'avoir trahi, il dit je suis le meilleur d'entre vous, c'est moi qui est devenu le chef, c'est pas vous. Mais au moment où je suis allié avec cette base-là, qui le soutient encore, ensuite reste à voir combien de temps ça peut tenir, parce que je le redis, la turbulence qui implique de passer d'un état de fait à un autre, d'un système à un autre, ça peut être l'indépendance d'un pays, ça peut être le passage d'une économie libre-échangiste à l'économie protectionniste. Les turbulences ne sont pas là depuis longtemps. Alors je pense aux États-Unis, l'élection même de Donald Trump est le signe d'un ras-le-bol. En France, on a eu les gilets jaunes. Est-ce que finalement le chaos n'est pas Je suis d'accord. On est dans une période historiquement trouble. Ensuite, il y a un moment d'accélération historique en ce moment. Pourquoi? Parce que Trump représente aussi, j'ai dit un président tribunicien, mais aussi l'arrivée d'une autre élite. On l'a vu avec les gens qu'il a nommés un peu partout à Washington. De loin, on peut dire c'est une bande de zozos qui ont été nommés un peu partout. De son point de vue, il nomme des gens qui ne viennent pas de la machine, ce qui est la condition pour être capable de réformer la machine, dit-il. Donc, on ne peut changer la classe politique. On ne peut pas changer le système seulement avec les gens qui l'ont piloté depuis longtemps. C'était, de son point de vue, sa grande erreur de 2016 à 2020. Il avait gouverné avec les hommes de l'ancien monde, il n'avait pas pu mener sa politique. Maintenant, il croit avoir les hommes qu'il faut pour mener une nouvelle politique. On verra ce que ça donnera, mais encore une fois, il y a une rationalité. Moi, ce qui me frappe avec les commentateurs, c'est qu'ils décident de dire Trump est fou, Trump est fou, Trump est fou. Ils pourraient se dire, on est en désaccord avec lui, c'est un homme impulsif, c'est un homme agressif, avec une personnalité particulière, mais il y a une logique chez lui, d'autant que cette logique est aussi partagée par une bonne partie de la droite américaine qui a trouvé en lui son incarnation politique. Julie Girard, Mathieu Bocoté nous disait, et vous étiez d'accord, que Trump se concevait finalement comme le défenseur du peuple, le tribunicien populiste, voire une forme de César contemporain.
forains opposés aux patriciens. Est-ce qu'on peut le comprendre aussi grâce à des ressorts psychologiques? Trump est certes un milliardaire, un homme d'affaires, mais finalement, dans ce milieu-là, il a souvent été considéré comme un outsider et il construit sa richesse sur l'immobilier à un moment où, justement, dans les années 80, où c'est le triomphe du capitalisme financier. Est-ce que finalement, plus que le défenseur d'ailleurs des classes populaires, est-ce que c'est pas le défenseur d'un capitalisme du réel, Donald Trump? Oui, je pense complètement, d'autant plus que Donald Trump a eu du mal à se faire sa place. Il n'a pas été très successful, il n'a pas eu beaucoup de succès en immobilier. Son grand succès, c'est The Apprentice. Et puis, effectivement, il a toujours eu ce qu'on appelle chip on the shoulder, c'est-à-dire l'envie de réussir, de prendre sa revanche sur ce New York qu'il n'a pas très bien accueilli. Et donc, je dirais que c'est peut-être la première fois qu'il a les moyens de le faire. Et c'est peut-être aussi ce qui, d'une certaine manière, et paradoxalement, le rapproche de J.D. Vance, qui, pour le coup, est passé par les grandes universités, puisqu'il il a étudié à Yale, mais qui a aussi ce sentiment d'appartenir à une classe que l'on a méprisée, ou que l'on a mis de côté, ou que l'on a regardé un peu de haut. Donald Trump a eu ce sentiment avec la classe dans laquelle il était lui-même à New York, alors qu'il en faisait d'une certaine manière partie, mais il venait pas de Manhattan. Donc il y avait aussi cette dimension-là, effectivement. La volonté d'un virage protectionniste de Donald Trump, en fait, elle est là depuis son premier mandat. Je me souviens avoir interviewé Steve Bannon, qui à l'époque était son principal conseiller, qui disait déjà ça, que même sa victoire, en fait, a été due au fait qu'il avait prôné une forme de protectionnisme qui lui avait permis de conquérir les États de la Rust Belt, les États industriels américains qui votaient traditionnellement démocrates. À l'époque, c'était Steve Bannon, le bras droit de Donald Trump. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est J.D. Vance. Il y a finalement une continuité entre Trump 1 et Trump 2, Mathieu Bock-Côté. Je crois qu'il y en a une intellectuellement, il y en a une dans la vision politique, il y en a peut-être moins une dans les conditions de possibilité du projet. C'est-à-dire, la première fois, son élection est quelque chose comme un accident, en quelque sorte. Et ce qui a marqué le mouvement conservateur américain de 2020 à aujourd'hui, c'est qu'il y a une transformation du courant conservateur. On pourrait dire qu'on est passé d'une synthèse conservatrice à une autre. On dirait dans le langage américain d'un fusionnisme à un autre. Le fusionnisme, jusqu'aux années Trump, c'est la vieille synthèse qui va des néoconservateurs en économie, en politique étrangère, des libertariens, mais libertariens de la côte Est, donc libertaires aussi en matière économique, et une partie de la droite religieuse. Et Trump va reprendre plutôt une tradition conservatrice laissée de côté, qui est celle qu'on pourrait appeler le paléoconservatisme, qui était portée et incarnée par Pat Buchanan dans les années 90. Et cette tradition-là est sur une autre logique, donc souveraineté nationale, protectionnisme, critique de l'immigration massive, critique du multiculturalisme. Et Trump a fait cette rencontre. Donc, et les paléoconservateurs, on pourrait dire que c'était les vaincus de la précédente synthèse. C'était aussi globalement les losers de la droite américaine. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais ils étaient intellectuellement vivants. Il suffit de lire leurs travaux. On n'était pas devant des gens qui avaient une réflexion sans intérêt. Et Trump, c'est la rencontre. Donc, il s'empare de ce courant protestataire, populiste, paléoconservateur. Il lui donne le visage du conquérant américain, appelons ça comme ça. Donc, cette rencontre, elle est réelle. Ensuite, il y a des intellectuels. Il y en a quand même au-delà. Bon, on parle de Bannon, mais on pourrait parler, par exemple, de Michael Anton. Par exemple, on pourrait parler des gens qui travaillent autour du Claremont Review of Books, Claremont Institute, et notamment la Review of Books. On peut penser aussi, donc, Christopher Caldwell, par exemple. On peut penser au travail du Heritage Foundation avec Kevin Roberts et d'autres. Donc, on peut ne pas encore une fois apprécier, mais il y a tout un mouvement conservateur qui a cherché à traduire les intuitions trumpiennes en politique publique depuis 4 ans, si c'est pas depuis 8 ans. Donc là, on arrive au moment où ces politiques publiques vont devoir passer le test du réel ou non, mais elles sont portées en ce moment par un homme qui, manifestement, ne s'effondre pas à la première crise. Pour le meilleur ou pour le pire, on verra. Julie Girard, nouvelle élite, Mathieu Bock-Côté nous l'a dit, vous nous l'avez dit aussi, une nouvelle élite avec des intellectuels plutôt populistes, avec des personnages comme J.D. Vance qui viennent des classes populaires américaines, mais aussi une élite de la tech incarnée par Elon Musk, une élite que je crois vous connaissez bien puisque vous en avez parlé souvent à travers vos livres. Est-ce que c'est la prise de pouvoir de cette élite-là et également le nouveau mandat de Donald Trump? Je crois que celui qui en a très bien parlé, c'est Nate Silver dans The Art of Risking Everything. Il montre qu'effectivement, il y a deux types d'élites. L'élite progressiste de
de Washington, l'ancienne élite, et puis l'élite de la tech, qu'il appelle les gens de la rivière, et qui sont des gens qui font des analyses, qui fondent leurs décisions sur des systèmes statistiques et stochastiques, et qui ont une approche très différente. Donc je ne crois pas que ce soit eux qui aient complètement pris le pouvoir, mais en tout cas, ils ont convergé avec l'élite dont parle Mathieu Bock-Côté, et qu'ensemble, ils ont construit ce gouvernement, et que probablement J.D. Vance est un de ceux qui fait le pivot, le meilleur lien entre ce monde de la tech pour lequel il a travaillé, puisqu'il a eu pour mentor Peter Thiel, et puis l'électorat MAGA, et puis l'électorat plus général des Républicains. Merci Julie Girard, merci Mathieu Bock-Côté. On continue à parler de Trump, de la fin de la mondialisation également, de la recomposition politique et géopolitique du monde. Après une courte pause sur Sud Radio En Toute Vérité. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio En Toute Vérité avec Mathieu Bock-Côté, sociologue québécois, chroniqueur au Figaro, à CNews, avec Julie Girard, philosophe, écrivaine franco-américaine. On discute de la politique de Donald Trump, en particulier de sa politique économique, de la guerre commerciale qu'il a déclenchée, mais on voit dans cette émission que c'est une guerre commerciale qui s'inscrit dans un projet idéologique mûri depuis longtemps, dans un renouvellement des élites américaines, avec la fin peut-être des vieilles élites technocratiques de Washington, de nouvelles élites, notamment venues de la tech. On en discutait avec vous, Julie Girard, avant la pause. Des élites venues de la tech qui n'ont pas totalement pris le pouvoir, puisque Donald Trump a été élu sur une ligne populiste, avec des intellectuels justement qui défendent une forme de protectionnisme économique, et qui peuvent paraître par certains côtés assez éloignés justement de cette élite de la tech. Est-ce que ces deux lignes-là, ces deux types d'élites vont pouvoir continuer à cohabiter longtemps? Sur la guerre commerciale, on a vu que Elon Musk a commencé à prendre ses distances avec la politique de Donald Trump. Écoutez, c'est la grande question. En revanche, ce que je vois, c'est que dans le premier mandat de Donald Trump, il a plutôt fait une politique économique populiste avec beaucoup de déficits, et que là, il adopte une position qui est beaucoup plus, à mon sens, libertarienne, notamment avec le Doge. Parce que la réduction de déficits, elle est menée par Elon Musk. Effectivement, ça fait aussi grincer des dents chez certains conservateurs républicains. Mais pour l'instant, c'est un équilibre qui semble fonctionner. La question que tout le monde se pose, c'est combien de temps ça va durer, et est-ce qu'il ira jusqu'au bout. Je crois que ça va aussi dépendre de la capacité à maintenir sa base derrière lui, parce qu'effectivement il va y avoir des remous importants, parce que les droits de douane ont des conséquences inflationnistes, récessionnistes, mais les coupes du Doge ont aussi des conséquences importantes sur l'économie, et c'est pas évident de mener de front les deux en même temps, sachant qu'il y a aussi d'autres chantiers qui s'accumulent. Donc je crois que c'est difficile aujourd'hui de dire où est-ce que ça va vraiment aller dans les prochains mois. On peut espérer qu'ils arrivent à trouver un compromis. Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité philosophique entre ces deux lignes politiques, entre une ligne plutôt libertarienne, vous l'avez dit, donc qui est hyper individualiste, et une ligne populiste qui est, après tout, est pour davantage de protection, notamment pour les classes populaires et moyennes? Je ne crois pas, parce que je crois qu'ils se retrouvent tous sur un point, c'est que le succès des États-Unis va dépendre aussi de la capacité à réduire le déficit et à venir à bout de l'inflation. Et que pour mener cette politique, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez, d'une certaine manière, vous êtes obligé de faire des coupes sévères au niveau du budget, et de mettre en place une politique plutôt protectionniste. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quel est le rôle du chef de l'État aux États-Unis? Je crois qu'ils s'accordent sur une chose, c'est que c'est protéger le peuple américain. Et est-ce que les États-Unis ont pour vocation de soutenir la croissance mondiale? Aujourd'hui, la réponse est non. Est-ce que le président américain a conscience de ça? Et je crois l'ensemble des élites autour de lui, probablement oui. Moi, je pense que effectivement, c'est le point de ralliement d'une certaine manière. C'est cette situation qui est absolument insoutenable à terme, même si on a encore une fois la monnaie de réserve. Mathieu Bock-Côté, est-ce que vous croyez que cette convergence inattendue tout de même, parce qu'on se souvient du premier mandat de Donald Trump, il en était presque à vouloir démanteler les GAFA, d'ailleurs qui n'étaient pas forcément très sympathiques pour lui. On se souvient qu'après l'attaque du Capitole, il avait été censuré sur Twitter. Alors c'était pas encore Elon Musk qui était à la tête de Twitter, mais la Silicon Valley n'était pas tellement pro-Trump. Ce ralliement a quand même surpris tout le monde. Et est-ce qu'aujourd'hui
aujourd'hui, ce compagnonnage peut durer encore longtemps? Je distingue entre la Silicon Valley et les libertariens au sens large. C'est-à-dire l'alliance populiste des libertariens est une alliance qui s'inscrit, c'est une histoire de 30 ans au moins, si c'est pas une histoire de 70 ans. C'est-à-dire, dans les années 50, je l'évoquais plus tôt, il y a la question, peut-on tenir ensemble des traditionnalistes et des libertariens? Donc des gens d'abord soucieux d'un ordre social conservateur et les libertariens. Il va y avoir une réponse qui va être donnée à l'époque par un intellectuel qui s'appelle Frank Meyer, qui est un ancien communiste, devenu anticommuniste, et qui propose le fusionnisme. Le fusionnisme, c'est la fusion des deux tendances de la droite, on va dire la tendance libérale et la tendance conservatrice ou traditionnelle. Cette question, le fusionnisme, s'est reconduite au fil du temps à travers l'histoire. Donc, on sait que c'est deux courants qu'on doit tenir ensemble. Est-ce qu'il y a des tensions, mais est-ce que c'est possible? Début des années 90, Murray Rothbard, qui est un économiste paléo-libertarien, mais aussi un philosophe paléo-libertarien, la figure intellectuelle de référence de Milei en Argentine, soit dit en passant, dans un discours assez connu, je pense en 91, au moment de soutenir Buchanan, dit nous devons faire l'alliance entre d'un côté les nationalistes, paléoconservateurs, protectionnistes, et de l'autre côté les libertariens, parce que nous avons en commun un adversaire. C'est ce qu'on n'appelait pas encore l'État administratif, l'État thérapeutique. Être populiste aux États-Unis, ça veut aussi vouloir dire déconstruire l'État administratif thérapeutique, l'ingénieur social en chef, qui depuis Lyndon Johnson, les pires diraient depuis Roosevelt, mais bon, disons depuis Lyndon Johnson, a entrepris de reconstruire intégralement la société américaine en créant presque une nouvelle constitution à partir des années 60 qui se superpose à l'ancienne. C'est la thèse défendue par Christopher Caldwell dans un livre de The Age of Entitlement. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette alliance, elle a été théorisée depuis 30 ans. Mais entre le moment de la théorisation de la chose et sa concrétisation, ça prend du temps. Mais l'aversion pour l'État technocratique, l'aversion pour un État fédéral exagérément lourd, qui s'est emparé des sphères de compétences, par exemple, des États aux États-Unis, qui a multiplié les politiques, notamment depuis 4 ans, la wokisation de l'État fédéral américain, c'était du délire quand même. Hein. L'EDI, Équité, Diversité, Inclusion, qui est la suite, la conversion managériale du wokisme, ça a poussé une aversion très forte. Donc, d'un côté, on a des populistes qui en ont marre de cela et des libertariens qui se méfient de l'État. Ensuite, imaginons qu'ils arrivent au terme de leur déconstruction. Ils ne sont pas appelés à s'aimer, probablement. Mais le propre d'une synthèse politique, c'est que tant qu'ils ont un adversaire commun, ils tiennent ensemble. Donc, je ne pense pas que ce soit aussi contradictoire qu'on le dit. Et pour ce qui est des géants de la tech, je dirais un seul mot seulement, je pense que ce sont les oligarques des États-Unis aujourd'hui. Ce sont les oligarques et Trump, à ce qu'il en comprend, croit avoir maté les oligarques. On verra si à la fin les oligarques ont maté Trump. Julien Gérard, je suis tout à fait d'accord avec Mathieu Bock-Côté sur la compatibilité, sur la détestation d'un État bureaucratique, mais j'ai l'impression que sur la question du libre-échange, en revanche, il y a une réelle différence. Et c'est vrai qu'on a vu Elon Musk s'exprimer, faire un éloge du libre-échange. Donc là, est-ce qu'il y a une vraie divergence? Alors, il faut être précis sur les propos. Il a parlé d'une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce que c'est une idée d'Elon Musk ou est-ce que finalement il se fait aussi l'interprète du projet de Donald Trump à terme? Oui, je pense qu'il est probablement très suivi par son milieu, c'est-à-dire ces libertariens qui sont plutôt ouverts à l'idée de libre-échange. Et d'ailleurs, on a vu l'opposition avec Peter Navarro. Il y a eu une passe d'armes entre eux assez Donc la passe d'armes est tout de même réelle. Donc elle existe effectivement de ce point de vue-là. Après, la grande question, effectivement, ça va être de savoir, je suis d'accord complètement avec Mathieu Bock-Côté, si leur point de convergence, c'est-à-dire cet anti-État, deep state, etc., va être suffisamment fort pour les maintenir ensemble. Je crois que Trump a tranché. Il a été très clair tout de même sur le fait que cette politique de droit de douane va être menée. Certes, on a 90 jours une levée de 90 jours, mais un sursis. Un sursis. Mais si vous voulez, ça ne change rien à l'équation. Je crois que la ligne est assez claire et que Elon Musk doit quand même se plier finalement à la décision du grand chef. Donc pour l'instant, Donald Trump mate les oligarques. On va voir si ça va durer ou non. Sur cette question de la désindustrialisation, elle est importante aux États-Unis, mais elle est extrêmement importante en Europe et singulièrement en France, où le déficit de la balance commerciale est quand même le gros point noir de l'économie française.
finalement tout le monde est heurté par cette politique protectionniste, mais est-ce qu'on n'a pas besoin également en Europe et en France d'une forme de protectionnisme, notamment face à la Chine? La question est celle, je crois, à quelle échelle le libre-échange, à quelle échelle le protectionnisme. Le libre-échange en soi, de mon point de vue, n'est pas condamnable du tout. Il peut même, c'est globalement une très bonne chose. La question est de savoir si on crée des conditions de libre-échange dans des conditions de production fondamentalement asymétriques. Et là, qu'est-ce qu'on a? Il y a une asymétrie avec la Chine, puisque les salariés en Chine ne sont pas payés. Donc, à partir des années 90, on peut dire que le libre-échange a servi essentiellement la Chine davantage que l'Amérique, sauf une certaine élite, évidemment, a complètement desservi l'Europe qui a payé le prix de sa désindustrialisation, qui ne s'explique pas seulement par le libre-échange, cela dit, mais par une forme de socialisme mental surréglementaire qui existe quand même en Europe, ne l'oublions pas. Donc, je pense que Musk pose la bonne question ici, lorsqu'il dit un libre-échange, mais entre l'Amérique du Nord et l'Europe, donc entre une zone de civilisation, en quelque sorte, qui créerait un système d'échange à son avantage, tout en sachant que la Chine ne peut pas être dans le même jeu. Et je pense que l'étape présente, c'est la clarification des rapports avec la Chine. Donc, la question est celle de l'échelle du protectionnisme. Imaginez un protectionnisme moldave. Bon, ce serait plutôt mauvais pour les Moldaves. Un protectionnisme à l'échelle européenne, là, ça peut servir à la fois les Moldaves et les Français, dont ça comme ça. Surtout que les systèmes sociaux aux États-Unis et en Europe sont pas les mêmes, mais sont tout de même mais sont compatibles. On est globalement dans un environnement qui est intelligible. Et vous le disiez aussi, il y a une compatibilité de civilisation, de valeurs, de mode de vie. Et je pense que ce n'est pas au détail. Donc là, c'est à ce moment qu'il faut réintégrer la guerre commerciale mondiale que nous vivons en ce moment comme un moment d'un conflit politique et civilisationnel plus vaste. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre le raisonnement, la rationalité de ce qui l'amène. Eh bien justement, la dernière partie de cette émission va être consacrée à cette nouvelle guerre froide. En fait, c'est pas seulement une guerre commerciale, mais c'est une guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Nous allons voir s'il peut y avoir une alliance qui était l'alliance traditionnelle entre l'Europe et les États-Unis contre la Chine. On en parle tout de suite sur Sud Radio, toujours avec vous, Mathieu Bock-Côté, et avec Julie Girard. En toute vérité, à tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Julie Girard et avec Mathieu Bock-Côté. On discute de la politique de Donald Trump, de la politique notamment commerciale de Donald Trump, de ces fameux droits de douane qui ont déclenché une forme de panique en Europe. Julie Girard, on a expliqué cette politique commerciale de Donald Trump, notamment par sa volonté de défendre les classes populaires et moyenne américaine, de réindustrialiser son pays. Mais en même temps, aux États-Unis, le chômage est bas, beaucoup plus bas qu'en Europe. Il y a déjà de l'inflation, donc on peut imaginer que cette politique-là va aggraver au moins dans un premier temps le problème. Donc les visées de Donald Trump sont-elles simplement, je dirais, économiques et sociales, ou est-ce que ce sont également des visées stratégiques? Il s'agit aussi de défendre notamment la souveraineté des États-Unis, notamment par rapport à la Chine. Oui, je crois qu'effectivement, l'enjeu global, c'est quand même de rester prédominant par rapport à la Chine, qui effectivement, comme disait très bien Mathieu Bock-Côté, depuis les années 80, a une croissance phénoménale, bien supérieure à celle des États-Unis. Et donc, les États-Unis, d'une certaine manière, préfèrent avoir moins de croissance, pourvu que celle de la Chine recule aussi, et qu'ils puissent en même temps... si vous voulez, il y a une guerre de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui en lame de fond est en train de se produire en ce moment entre les États-Unis et la Chine. On l'a vu avec DeepSeek, qui est cette entreprise d'intelligence artificielle chinoise, qui est le concurrent direct d'OpenAI et de tous les géants de la tech américains. Et donc, on a eu au XXe siècle la course à l'armement nucléaire. On a au XXIe siècle la course à l'armement de l'intelligence artificielle. On ne sait pas encore qui va le gagner. Et donc, les États-Unis mettent de leur côté toutes les cartes, toutes les possibilités pour pouvoir rester en tête, faire la course en tête. L'enjeu là-dedans, c'est quand même Taïwan. Vous savez que 90% des puces les plus avancées sont produites à Taïwan, des microprocesseurs. Et donc, il est vital pour les États-Unis d'arriver à garder la main dessus, ou en tout cas avoir le temps d'en produire sur le sol américain. Il y a des investissements qui sont faits en ce sens, mais ça va prendre 4 ans, 5 ans, peut-être même plus. Et donc, effectivement, l'enjeu géopolitique, il est en lame de fond fondamental. Il y a la question de la souveraineté sur l'IA, notamment, enfin de la course à celui qui maîtrisera le mieux cette nouvelle technologie. Mais j'allais dire, même en matière d'armement, où on voit que Donald
Donald Trump, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, est obsédé par la question des métaux rares. Je parlais d'armement parce qu'on sait que dans les armes, il y a besoin de ces métaux rares pour certaines armes américaines, pas seulement dans nos téléphones portables. En réalité, on a besoin de ces métaux rares pour beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a aussi ça en toile de fond? On sait qu'aujourd'hui, la Chine exploite ces métaux rares et donc a le contrôle de la technologie, y compris des technologies d'armement. Oui, je crois que c'est un des grands domaines où les États-Unis vont devoir se confronter à la Chine. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle Donald Trump est si intéressé par le Groenland. Parce qu'effectivement... Oui, parce que personne ne comprend rien aussi à cette question. Alors effectivement, Donald Trump pose les choses de manière brutale et on a l'impression d'un réflexe impérialiste, mais c'est toujours intéressant de comprendre les ressorts. Effectivement, les États-Unis vont avoir besoin de beaucoup de métaux rares. La Chine en possède énormément. Elle a elle-même d'ailleurs mené bien plus que les États-Unis des forages, des fouilles et des forages au fond des océans pour récupérer des métaux rares. Elle a déposé beaucoup plus de licences que les Américains. Je crois qu'il y en a 30 de plus pour la Chine que pour les États-Unis. Et donc les États-Unis font feu de tout bois pour essayer de récupérer des terres où ils pourraient disposer de métaux rares. Le Groenland en est une. Et donc ils se disent que vu la situation géographique du Groenland, ce serait idéal pour eux. Est-ce qu'ils vont arriver à leur fin? On verra. Mais si vous voulez, c'est vraiment l'enjeu du XXIe siècle. On parle de l'Arctique, on pourra parler de l'Antarctique, parce que peut-être que ce sera la prochaine, et parce qu'effectivement, ils en ont aussi beaucoup. Mais c'est le grand enjeu derrière l'IA aussi, effectivement. Mathieu Bocoté, je vous voyais sursauter quand j'ai parlé du Groenland et de l'impérialisme des États-Unis. C'est vrai qu'il y a un paradoxe chez Donald Trump, c'est qu'il se définit comme nationaliste, souverainiste, et il n'a pas beaucoup de respect pour la souveraineté des autres États, notamment pour le Groenland. Vous, en tant qu'indépendantiste québécois, je crois que c'est un des aspects de sa politique qui vous contrarie ou qui vous rebute. Ah oui, ça, c'est le moins qu'on peut dire. Je dirais même en tant que démocrate ordinaire. C'est-à-dire que, vous savez, le nationalisme, c'est très bien quand il s'agit de défendre l'indépendance d'une nation, son identité. Lorsqu'il s'adosse ou s'accouple à une logique impériale, c'est très compliqué pour les voisins. Et je disais souvent à propos de la Russie que je la voyais avec les yeux d'un Balte, c'est-à-dire, je vois les États-Unis avec les yeux d'un Québécois. Et de ce point de vue, alors je pense que c'est la logique impériale américaine qui a une profondeur historique, sans le moindre doute. C'est la doctrine Monroe Nouveau Genre. Donc l'ambition impériale américaine n'est plus une ambition impériale mondialiste, comme elle pouvait s'exprimer avec Wilson, avec Roosevelt, avec toute la deuxième moitié du 20e siècle. On est devant un impérialisme beaucoup plus classique, où les Américains considèrent qu'ils ont une zone d'influence naturelle qui devrait leur appartenir, et les souverainetés qui les entourent sont des souverainetés relatives. Et les Américains, manifestement, considèrent que la souveraineté des États voisins est une forme d'offense faite à leur grandeur impériale. Et ils ne se sentent bien eux-mêmes que lorsqu'ils vassalisent leurs voisins. Alors... Ça a le mérite de sortir de l'hypocrisie, parce que l'Empire américain, c'est pas nouveau. Je suis absolument d'accord, mais ça nous permettra tout de moins de pratiquer une forme d'anti-américanisme rationnel tout à fait fondé devant cet empire qui... Bon, alors quand j'ai pas de sympathie exagérée pour le Canada, vous le savez, moi je suis sur l'école ni américain, ni canadien, ni québécois. Mais il n'en demeure pas moins que prétend l'argument du Groenland. Je veux bien que les Américains considèrent qu'ils ont besoin de choses qui se trouvent au Groenland, mais ça donne pas le droit de s'en emparer. Vous êtes probablement beaucoup plus riche que moi, Alexandre Devecchio, j'ai besoin de votre argent, ça me donne pas le droit de vous le voler. Je sais pas. Alors, j'applique la même chose sur le Groenland. Les Groenlandais, pour ce qu'on en sait, en ce moment, sont dans un processus historique d'accession à l'indépendance. Et si jamais les Groenlandais voulaient, pour je ne sais quelle raison, s'annexer aux États-Unis, ça leur appartient. Peut-être se poseront-ils cette question au moment de rompre avec le Danemark dans 10 ans, dans 15 ans. Mais si les Américains disent, moi, avoir besoin de toi, moi, m'emparer de toi, si j'étais le Groenland, je dirais poliment des choses. Enfin, je dirais, restez chez vous, s'il vous plaît, chers Américains. Donc, je pense que, et Trump, là-dessus, c'est son erreur, au-delà de la blague, transforme ses alliés en adversaires potentiels. C'est-à-dire, les Européens n'ont pas envie de se faire traiter comme des valets par Trump. Les Canadiens, les Mexicains, les Québécois, les Groenlandais, se comporter avec ses voisins comme la Russie se comporte avec l'Ukraine. Je ne crois pas que ce soit la meilleure manière d'être un empire qui rassemble ses alliés dans le siècle qui vient. Justement, j'allais y venir. Je regarde Donald Trump non pas avec les
les yeux d'un Québécois, mais avec les yeux d'un Européen et d'un Français. Et j'observe que l'Europe et singulièrement la France sont pris entre deux impérialismes économiques, l'impérialisme chinois d'un côté et l'impérialisme américain de l'autre. Est-ce qu'on a les armes pour mener une politique indépendante face à ces deux géants, ou du moins sur le plan économique? Alors, je dirais que l'Europe n'a pas vocation à se constituer en empire. C'est-à-dire la forme politique européenne n'est pas une forme impériale, c'est la forme nationale. Est-ce qu'il faut trouver un système de coopération entre les nations infiniment plus efficace que la technostructure européenne, l'ERSS, incarné par Mme von der Leyen et ses apparatchiks et sa nomenclatura et son système de normes et sa doctrine Brejnev appliquée aux nations qui la composent pour empêcher qu'elles n'exercent trop leur souveraineté? Assurément, l'Europe est un espace de projection de ces nations, mais l'Europe s'est construite pour l'instant sur la déconstruction de ces nations. Donc elle se paralyse tout en construisant un monstre technocratique. C'est la meilleure manière, je crois, d'être impuissant dans le monde à venir devant les empires qui naissent. L'une des solutions évoquées par Elon Musk, c'est finalement une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que ça peut être une politique de gagnant-gagnant, Julie Gérard? Je crois que c'est la politique la plus gagnante pour tout le monde, effectivement, parce qu'effectivement, il y a cette proximité déjà clairement civilisationnelle, occidentale, qui semble évidente, et aussi parce que l'Europe a tout intérêt, je dirais, comme les États-Unis, à travailler main dans la main contre la Chine. Je dirais qu'aujourd'hui, l'ennemi géopolitique principal reste la Chine. Comment vous expliquez, Mathieu Bock-Côsier, que les Européens ne nomment jamais la Chine comme cet ennemi? Parce que c'est vrai que les délocalisations, il y en a eu quelques-unes aux États-Unis, enfin c'est massif. La Chine a fait beaucoup de mal à notre économie, et les dirigeants européens ne semblent pas en avoir conscience et continuent à défendre un libre-échange, mais un libre-échange asymétrique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense que les élites européistes n'ont qu'un seul ennemi sur leur propre peuple. C'est-à-dire que, fondamentalement, leur propre peuple font obstacle à la création d'un monde unifié, homogène juridiquement, économiquement, administrativement. Donc les élites européistes disent le principal obstacle sur la construction du monde que nous souhaitons, c'est le repli sur soi de nos peuples xénophobes et enracinés dont on doit se débarrasser d'une manière ou de l'autre. J'entends politiquement, c'est-à-dire en neutralisant leur souveraineté, démographiquement, en les mettant en minorité chez eux. Je dis pas que c'est un plan, je dis que c'est une forme de logique qui se déploie à travers cela. Et l'Europe civilisation est d'autant moins présente que l'Europe organisation prend forme. Donc je pense que du point de vue des Européens, dis-je à la manière d'un Québécois, c'est-à-dire le pont entre les deux parties de l'Occident, je pense que l'Europe a vocation à se construire politiquement comme une civilisation, assurément, mais telle qu'elle se constitue en ce moment, c'est une machine à autodétruire et à broyer les peuples qui la composent. Donc on n'a ni la souveraineté européenne au terme de ça, ni les souverainetés nationales, mais on a une forme de machine qui broie les peuples en croyant ainsi projeter l'Europe vers le monde. L'Europe, l'Union européenne, est-elle la dernière à croire finalement, Julie Gérard, à la mondialisation heureuse? Et est-ce que cette époque-là, ce sera la dernière question de l'émission parce qu'il nous reste 30 secondes, est terminée? Est-ce qu'on assiste tout simplement à la fin d'une certaine mondialisation? On assiste à la fin d'une certaine mondialisation, on n'assiste pas à la fin de la mondialisation parce que découpler toutes les économies n'est pas possible. En revanche, si l'Europe croit tellement à la mondialisation heureuse, alors peut-être qu'elle pourrait réfléchir à sa législation, parce que je crois que c'est une des plus grandes entraves aujourd'hui pour l'Union européenne et pour le développement de ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est le développement de l'intelligence artificielle. Merci Julie Gérard et merci Mathieu Bock-Côté. C'était un plaisir. Je crois que ça nous a permis d'éclairer la politique de Donald Trump. Qu'on l'apprécie ou pas, il va falloir, je pense, la comprendre. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.